Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers collègues, étudiants et participants, au nom de l'Université La Salle au Costa Rica, je vous salue, vous remercie d'être ici et vous souhaite la bienvenue à cette conférence sur un thème actuel et pertinent, la dimension interculturelle dans la formation aux langues, le cas du réseau international des universités lasaliennes Sunny Ulster, New York, ou La Salle, Costa Rica. Il sera animé par Messieurs Anthony Cartin et Kathleen Bruggen. Monsieur Cartin est professeur de la filière d'enseignement du français à l'Université La Salle, Costa Rica, depuis 2010 et coordinateur académique depuis 2015. Il a fait ses études à l'Université du Costa Rica, à l'Université La Salle et à l'Université des Antilles. Il a été assistant d'espagnol du lycée polyvalent Jean Prévost au Havre, à Normandie. Madame Kathleen Bruggen est professeure de langue à Sunny Ulster depuis 1985 et directrice du programme Associate in Science and Individual Studies depuis 1992. Elle a fait ses études à l'Université de Kansas et à l'Université de Strasbourg. Madame Bruggen a été assistante d'anglais au lycée Montaigne à Strasbourg, lectrice d'anglais à l'École supérieure de commerce à Clermont-Ferrand et professeure d'échange Fulbright en linguistique appliquée à l'Université de Sibiu en Roumanie. On vous écoute. Okay. Bon, donner la à tout le monde aujourd'hui et notamment à ma chère collègue Caitlin, voilà, de Sunny Ulster à New York aux États-Unis, qui va nous accompagner aujourd'hui dans cette visioconférence titulée voilà, la dimension interculturelle dans la formation aux langues. Remercier aussi à M. Gomez pour cette introduction qui nous a fait de cette visioconférence. Et en ce moment, on va vous partager sur l'écran la présentation qu'on a préparée pour vous, d'accord? À la fin de la présentation, on aura, bon, on voudrait bien vous écouter par rapport aux différentes questions que vous aimeriez formuler par rapport à la thématique que la prof Caitlin et moi, et nous allons vous présenter aujourd'hui et analyser. Donc, sur ces côtés-là, soyez sûrs qu'à la fin de notre intervention, nous allons répondre à vos questions. D'accord? Et bon, comme on a bien expliqué, on a bien dit, monsieur Gomez, notre visioconférence s'intitule La dimension interculturelle dans la formation aux langues, le cas du réseau international des universités lasaliennes, et notamment concernant les travaux en partenariat qu'on a eu l'établissement de Sunny Ulster à New York aux États-Unis et notre université La Salle ici au Costa Rica. Donc, comme M. Gomez nous a bien présenté, donc dans un petit moment, pour faire passer la diapo, bon, nous sommes les intervenants. Notre cher collègue aux États-Unis, Caitlin, voilà, professeur de langue à Sunny Ulster, New York aux États-Unis. Et voilà, dans mon cas, je crois que la plupart, bon, je vois que plusieurs de mes étudiants sont déjà connectés, mais il y a d'autres, voilà, leur donner la bienvenue, s'il vous plaît. Et pour introduire notre visioconférence, moi, je vais donner la parole à Caitlin, d'accord? D'accord, bonjour tout le monde. Tout d'abord, nous voudrions remercier nos chers collègues Milena Gomez du vice-rectorat de l'Université de La Salle, Costa Rica, ainsi que Maria Elena Peralta de l'Université de La Salle Nord-Ouest au Mexique pour leur aide et soutien tout le long de notre projet. Alors, je veux bien vous remercier toutes les deux.
La dimension interculturelle comprend beaucoup plus que l'enseignement de la civilisation française. Il y a tout un monde francophone et francophile qu'il faut révéler aux étudiants. Quand les étudiants américains pensent à la francophonie, ils pensent à la France, au Canada et à la rigueur peut-être à l'Afrique, mais ils ne s'imaginent jamais qu'il existe un monde francophone et francophile en Amérique latine. On a beau leur expliquer que le français, c'est vraiment une langue internationale, ils n'arrivent pas à comprendre à quel point le français peut faciliter la communication avec les gens qui parlent une variété de langues maternelles. Le projet COIL que nous avons réalisé avec la SAE Costa Rica leur a donné une expérience hors du commun. Sans quitter leur petit village dans l'État de New York, les étudiants ont fait la connaissance des camarades de langue maternelle espagnole avec qui ils pouvaient converser et échanger des renseignements sur la vie quotidienne dans leur région et sur la cuisine typique de chez eux. Et tout le monde adore la cuisine. Nous avons choisi le sujet de la cuisine parce que c'était un sujet plutôt concret et abordable pour les étudiants débutants. Et mes étudiants à New York étaient vraiment des débutants parce qu'ils avaient commencé le cours de français 1 à peu près le 24 janvier 2020 et nous avons commencé notre projet le 13 février, alors 3 semaines de leçons avant de commencer. Du côté des étudiants américains, c'était très révélateur de voir que même avec les petites connaissances linguistiques très élémentaires, ils pouvaient réussir à communiquer avec les camarades costaricains sans avoir recours à l'anglais. Et là, c'était quelque chose à leur convaincre parce que vraiment, les étudiants américains, ils aiment apprendre les langues étrangères à l'aide de l'anglais. Et ça, c'est moins efficace. Et ce projet a vraiment convaincu les étudiants qu'on peut communiquer en français. Dès le premier jour du semestre, les étudiants savaient que tout ce qu'ils allaient apprendre sur la grammaire et le vocabulaire allait avoir une application très concrète dans les conversations qu'ils allaient avoir avec leurs camarades de la SAE Costa Rica. Alors, ils étaient très motivés pour apprendre le plus possible afin de pouvoir se présenter en français et participer à la conversation interculturelle en français. Alors, je te donne la parole, Anthony. Okay, merci beaucoup, Caitlin, pour cette introduction et pour nous mettre en contexte sur les sujets de notre visioconférence qui implique le sujet de la dimension interculturelle mise en pratique. Okay? Mais il est très important quand on parle de tous ces aspects de dimension interculturelle, nous poser la question. Quand on parle dimension interculturelle de l'enseignement des langues, moi, je voudrais tout d'abord vous donner quelques points à repérer concernant ces sujets-là. OK, parce que mes étudiants et étudiantes qui se trouvent en formation dans la filière d'enseignement des langues, ils sont plutôt familiarisés avec ces sujets-là de la dimension interculturelle parce que, comme l'a bien expliqué ma chère collègue Caitlin, ils ont eu déjà un contact il y a quelques mois, l'année dernière. Évidemment, c'était au début de la pandémie qu'on a eu cette chance parce qu'après la pandémie est arrivée, et vous connaissez déjà l'histoire. Et cette histoire continue encore. OK.
Mais concernant la dimension interculturelle, la question qu'on se pose, voilà, qu'est-ce qu'on entend comme dimension interculturelle? Pour introduire voilà, ces sujets-là, il est vraiment très important de nous mettre un peu en contexte. Voilà. Et normalement, lorsque deux personnes se parlent, voilà, il ne vise pas seulement le fait de communiquer, sinon qu'il y a d'autres aspects qui sont impliqués dans cette communication. Voilà. Et peut-être sans le faire exprès, voilà, et on identifie à l'individu ou aux individus auxquels nous nous adressons avec un groupe social précis. Voilà. Malheureusement, voilà, d'après que bon, les cultures autour du monde voilà, sont nées, malheureusement, on lit de temps en temps, où il y a une perspective plutôt négative de la partie interculturelle, surtout en ce qui concerne les préjugés, voilà, les stéréotypes de l'autre, voilà, parce que si on n'est pas ouvert aux autres, malheureusement, on va arriver ou on va tomber voilà, sur ces préjugés ou sur ces stéréotypes de l'autre. Donc, et pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce qu'au moment d'agir, au moment de communiquer, tout cela est impliqué. Voilà, cet individu représentant d'un groupe social précis, voilà. Mais tout cela, même si vous n'êtes pas conscient, parce qu'on le fait de manière inconsciente, plutôt au niveau de notre inconscience, et cette position sociale influe sur comment on communique avec l'autre, c'est-à-dire sur ce que l'autre dit, sur la manière comment il le dit, sur la réaction ou la réponse que l'autre dit. Mais si je ne m'ouvre pas à cette nouvelle culture, à cette nouvelle vision du monde, voilà, on va tomber dans les préjugés et les stéréotypes. Voilà. C'est pourquoi que, en tant que premier point, moi j'ai mis là le fait de faire une réflexion sur ces concepts-là, sur la culture, l'interculture et la langue. Voilà, parce que tous les trois sont impliqués dans la communication, surtout quand on communique en langue étrangère ou en langue douzième. Voilà. Et ce qui m'a paru vraiment exceptionnel de cette expérience, bon, plus tard dans la présentation, on va être beaucoup plus spécifique concernant les projets qu'on a eu les deux établissements. Voilà, c'est le fait que les deux publics, le public des étudiants de la Salle Costa Rica et le public des étudiantes de la Prof. Caitlin à New York, dans les années Oxford, ils n'avaient pas ils n'avaient pas ou ils ne partageaient pas la même langue maternelle. Oui. Pour eux, c'était l'anglais, pour nous, c'était l'espagnol. Donc, la seule façon où ils pouvaient communiquer, c'est juste au moyen de la langue étrangère, c'est-à-dire, dans notre cas, le français qu'ils étaient en train d'apprendre. Oui, ils n'étaient pas des experts, ils ne la maîtrisaient pas de manière parfaite, voilà, parce que je vous mets un contexte, dans les cas, et bon, je crois que la prof Caitlin vous a bien parlé de ça tout à l'heure, que les étudiants de la prof Caitlin, ce sont des débutants, voilà, en français. Voilà, c'était, je crois, le 12e cours en français qu'ils suivaient avec la prof Caitlin. Dans mon cas, c'était le niveau 5 de français de la filière de l'université La Salle au Costa Rica, la filière d'enseignement du français. Donc, il s'est trouvé à la moitié de son parcours universitaire. Mais malgré ça, et vous allez le voir plus tard dans notre présentation du projet tel quel, et ils ont réussi. Elles ont réussi à bien communiquer et ce qui m'a beaucoup plu, à interagir. Cette interaction qu'ils ont eue, voilà, dans lesquelles la compétence et la dimension interculturelle sont
entièrement impliqué, voilà, nous a fait plaisir, voilà, à nous deux en tant que profs, voilà. Mais j'en suis sûr que pour nos étudiantes, cela a été pareil, voilà. Surtout eux, parce que ce sont eux qui ont interagi, voilà, avec les uns aux autres. OK, sur cette réflexion de culture, juste une notion générale, voilà. Il faut rappeler que la culture, c'est un système sémiotique, voilà, des symboles, voilà, qui nous sert ou qui nous est utile pour comprendre le monde, mais et notamment pour comprendre l'autre. Voilà. Donc, dans cet aspect, et bon, vous savez que la plupart, presque toutes les civilisations sont nées après, ont donné naissance à des différentes cultures, mais ces différentes cultures, ce sont différentes manières de voir le monde. Voilà, c'est-à-dire la perception que j'ai du monde ici au Costa Rica n'est pas la même qu'il y a un individu aux États-Unis, en Algérie, en Chine, au Japon, en Australie. Cette perception du monde varie d'après l'histoire de chacun. Voilà, l'histoire de chaque nation dans ces cas-là. Et c'est pourquoi, et tout au long de notre visioconférence, on va faire le point sur cet aspect-là, que nous devons être ouverts. Voilà, ouverts à la culture de l'autre, parce que la façon comme j'interprète le message que tu transmets, que l'autre personne essaye de transmettre, l'autre personne peut l'interpréter d'une manière différente. Oui, donc il faut être soucieux, voilà, surtout en langue étrangère et surtout quand on est en train de mettre en pratique la formation qu'on a reçue à niveau linguistique, parce que tout cela, à la fin, c'est un ensemble, c'est un tout, voilà. C'est pas seulement les codes linguistiques que je mets en pratique, mais tout cet aspect de l'interculture, de la partie sociolinguistique, de la partie pragmatique, c'est vraiment très importante à la prendre en compte. Et bon, pour reprendre le sujet, en ce qui concerne l'interculturel, pour ne pas aller au-delà de beaucoup de définitions qu'il y a dans les différents textes et donnés par des différents spécialistes dans la matière, voilà, l'interculturel, c'est aller à la rencontre de l'autre, voilà, à la rencontre de leur culture, de leur vision du monde, de leur perception du monde. Et finalement, on a la langue, voilà, qui est normalement comme un code linguistique qui est utile à communiquer entre nous. Voilà. Donc, sur cet aspect, et moi j'ai mis là, et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, les statuts qu'il y a chaque locuteur au moment du fait communicatif là-bas, qui ces statuts ou ces statuts sociaux qui a la personne. Voilà. Et je vous mets un exemple entre un employé, son employeur, ou dans notre contexte, entre un prof et un étudiant. Ces statuts vont toujours exister. Et c'est pourquoi qu'il a beaucoup d'influence en ce qu'il dit, en ce que, bon, la manière, comme je dis là, la manière de les dire, sur la réaction ou la réponse qu'il attend de l'autre. Voilà. Donc, ça c'est un aspect que nous devons toujours prendre en compte au moment de communiquer. On les fait de manière inconsciente la plupart du temps. On n'est pas conscient de temps en temps au moment de faire tous ces aspects dont je viens de parler, mais qui sont vraiment très importants et très essentiels pour une bonne communication. Voilà. Dans un autre point, moi j'ai mis, et ça c'est quelque chose d'après la formation qu'on a en tant que prof, voilà, et je crois que vous l'avez entendu dire quelque part, que le fait d'apprendre une langue étrangère, voilà, équivaut à devenir une personne étrangère. Voilà, ça c'est un aspect qui m'a beaucoup touché, voilà, au moment ou bon, dans les cas de Caitlin, je crois aussi parce qu'elle parle plusieurs langues, à part de l'anglais et le français. Voilà. Et dans ces cas-là, ça c'est la partie riche de l'interculturel. Voilà. Parce qu'au moment où je communique en langue étrangère et pas en langue maternelle, j'ai
je cache mon profil devant l'autre. Oui, je ne le fais pas exprès. L'autre doit commencer à le découvrir. Oui, c'est pas évident. Voilà, bien sûr, dans notre langue maternelle, on est déjà habitué à ça parce que c'est notre code que nous utilisons de manière quotidienne. Mais au moment où on se communique en langue étrangère, c'est-à-dire comme a été le cas de notre projet entre la prof Caitlin et moi, où la langue de communication a été la langue étrangère, la langue cible qu'elles ont apprise. Et voilà, et ça nous donne un peu de curiosité, voilà, à éveiller la curiosité de la part des étudiants pour connaître l'autre. Voilà. Et vous allez voir dans les prochaines diapositives plus tard, en ce qui concerne le projet, l'interaction qu'ils ont eue. Voilà. Et vous allez voir qu'ils étaient pas mal, ils étaient plutôt curieux et curieuses concernant l'autre. Voilà. Et ça, c'est la partie que je vous dis, la partie riche de l'interculturel. D'accord? Et ça, c'est le dernier point que je voudrais remarquer ici dans cette diapositive, c'est que cette notion de culture qu'on avait auparavant, concernant que la culture visait plutôt l'affaire littéraire, artistique ou philosophique dans le pays d'une nation, voilà, a déjà évolué. Voilà, et maintenant, on doit l'associer à le mode de vie collectif plutôt d'un peuple et pas seulement, comme on le faisait auparavant, à ce qui concerne la sphère littéraire, artistique ou philosophique. Ça va au-delà de ça. Okay? C'est la collectivité d'un peuple qui est impliqué dans la culture, voilà, de nos différents pays. Okay? Et rapidement, moi, je voudrais juste faire quelques observations pour vous donner quels sont plutôt les objectifs de la dimension ou de l'approche interculturelle au moment de le travailler tel quel. Voilà, ici, moi, j'ai mis quelques aspects, quelques objectifs qu'il faudrait prendre en compte. Voilà, que le premier, c'est l'un des plus importants, voilà, qui est cette dimension interculturelle dans l'apprentissage des langues. Dans notre cas, ici au Costa Rica, c'est l'enseignement du français, et dans les cas de la prof Caitlin là aux États-Unis, que c'était plutôt pour apprendre le français, c'est que la dimension interculturelle ou l'approche interculturelle va viser toujours à faire des apprenants locuteurs ou des médiateurs interculturels. Voilà. Et comme on le dit très bien là-bas, qu'ils soient capables de s'engager dans un contexte d'identité multiple. Donne-moi juste un petit moment, s'il vous plaît. Ça y est. Voilà. Donc, c'est de s'engager dans ces contextes d'identité multiple. Voilà. Nous l'avons vu exprès dans notre projet à niveau des deux établissements. Chacune et chacun avait des identités tout à fait différentes. Voilà, au moment où ils sont interagis, ils se sont rendus compte de tout ça. Et de manière implicite, voilà, ils ont travaillé cette dimension interculturelle. Voilà. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le fait que le fait de communiquer en langue étrangère avec quelqu'un d'autre, voilà, ça fait que le profil de cette personne reste à découvrir par l'autre. Cela n'est pas évident pour l'autre. Donc, ça, c'est la partie riche, voilà, de l'apprentissage et enseignement des langues étrangères, voilà, parce que quand on apprend une langue étrangère, telle que le français, tel que l'anglais, tel que l'italien, tel que les autres langues, voilà, on va toujours à la rencontre de l'autre, oui, à la rencontre de l'autre personne, mais c'est pas seulement l'individu tel quel, sinon tout ce qui implique, ce qui entoure cette personne-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, leur perception du monde, voilà, et la façon de l'interpréter aussi, leurs habitudes, leurs coutumes, et aussi, même si on ne veut pas euh, remarquer, le fait de la religion aussi. Moi, j'aime beaucoup cet exemple
d'une étudiante qui, je ne veux pas dire le prénom, mais je crois qu'elle est présente aujourd'hui, qui a déjà eu l'expérience de voyager à pas mal de pays dans le monde et nous a expliqué leur expérience au moment où elle a voyagé, où elle est partie en vacances en pays où la région, des religions musulmanes, voilà, et elle nous a expliqué, disons, tout à niveau culturel, voilà, les chocs culturels qu'il y a eu entre sa culture, bon, notre culture ici au Costa Rica, et la culture de ces pays-là. Voilà, les règles, les habitudes, même si c'était choquant pour elle, elle devait s'adapter. Et ça, c'est une partie, voilà, que l'interculturel nous ouvre. Voilà, le fait de prendre conscience de tous ces mœurs, de toutes ces habitudes, de toutes ces façons d'être, que nous devons être respectueux. Même si on n'est pas d'accord avec certaines règles sociales ou certaines règles à niveau de la religion, on doit toujours être respectueux de ça. Voilà. Ça, ce qui nous donne, et vous allez le voir plus tard dans la présentation, c'est qu'il nous exige, voilà, la dimension interculturelle dans ces cas-là. Et dans un autre point, et ça c'est une partie importante, voilà, que le fait d'apprendre une langue étrangère n'est pas seulement le fait d'apprendre le code linguistique, la partie linguistique, sinon que la partie interculturelle, la partie sociolinguistique, c'est vraiment très importante pour complémenter cette formation qu'il a l'étudiant en langue. Et je l'ai dit, pas seulement pour le français, je l'ai dit aussi par rapport aux autres langues étrangères. Voilà, parce que c'est les mêmes cas. C'est les mêmes cas. OK. Et OK, nous allons continuer. Je vais donner maintenant la parole à ma collègue Caitlin qui va nous faire une description, voilà, et de son établissement là aux États-Unis, dans l'État de New York. Voilà. Caitlin, je vous donne la parole. Ah, merci bien. Alors, l'université SUNY Ulster Community College se trouve en pleine campagne à 100 km au nord de la ville de New York. Nous sommes vraiment une université qui essaie d'être une ressource pour notre communauté. Les étudiants de l'université habitent dans les petits villages et petites villes de la comté Ulster. Nos étudiants ont entre 14 ans et 85 ans. Les gens de troisième âge adorent venir chez nous suivre des cours. Il n'y en avait pas dans le cours de français de 85 ans. La plus âgée dans la classe, c'était une dame d'une quarantaine d'années. Mais je voulais vous faire savoir que c'est toute la communauté que nous essayons de servir. Pour suivre un cours à SUNY Ulster, il n'y a pas de barrière d'inscription, mais pour s'inscrire dans un programme académique, on doit avoir le diplôme du lycée ou sinon on doit avoir réussi à un examen d'équivalence. Les étudiants de la classe de français à SUNY Ulster étaient tous les débutants. Il y en avait qui étaient de faux débutants, c'est-à-dire qu'ils avaient étudié un petit peu de français dans le passé, mais ils recommençaient vraiment de zéro. La majorité des étudiants travaillaient à mi-temps dans les supermarchés et les hypermarchés de la région. Le groupe était très hétérogène du point de vue de l'âge et de la filière d'études. Par exemple, il y avait dans le groupe une dame d'une quarantaine d'années, immigrée de l'Afrique du Sud, un jeune homme qui préparait une licence en physique et mathématiques, une jeune fille monitrice de gymnastique qui voulait devenir professeur de l'éducation physique dans une école publique, un jeune homme de souche dominicaine, bilingue, en espagnol et anglais,
2 étudiants homeschool. Homeschool, c'est un phénomène assez récent aux États-Unis. Il s'agit des parents qui préfèrent enseigner leurs enfants eux-mêmes et qui ont obtenu une dérogation aux lois de la scolarité obligatoire. Quand leurs adolescents s'approchent à la fin de leurs études, très souvent, ils nous les envoient. Aussi dans la classe, il y avait un jeune homme qui allait s'engager à l'armée à la fin de l'année scolaire et un autre jeune homme de souche japonaise. Vraiment un mélange d'étudiants. Je te donne la parole pour décrire un petit peu les jeunes femmes de votre classe, Anthony. D'accord, Caitlin, merci beaucoup pour cette description que tu nous as fait et du public que vous êtes en train d'accueillir, voilà, la Sony Orsol à New York, concernant les étudiants qui ont été impliqués dans ce projet entre les 2 établissements. Bon, je vous mets en contexte. Ce sont des étudiantes qui se trouvent dans la filière d'enseignement du français à l'Université La Salle ici au Costa Rica. C'était leur 5e, elles se trouvaient à ce moment-là dans leur 5e niveau de langue de français, voilà, en français 5. Et concernant les caractéristiques des étudiants impliqués dans ces projets, je vous fais savoir que, et ça c'est la partie intéressante que moi j'ai beaucoup aimé, c'est que la plupart des étudiantes impliquées dans ce projet habitent dans différentes régions du Costa Rica, au Guanacaste, à Punta Arenas, à San José, et à Cartago, à Pérez Celedón, à Upala, si je ne me trompe pas, et à Limón. Donc, on se trouve à Heredia, presque dans tous les étudiants impliqués habitaient dans presque la totalité des provinces du Costa Rica. Donc, ça c'est quelque chose que les étudiantes et les étudiants de la prof Caitlin ont pu constater, voilà, la diversité, disons, d'habitat, des paysages, parce que plus tard vous allez voir, moi je vais vous partager les travaux qu'ils ont fait, voilà, et cela lui a éveillé la curiosité, voilà, parce que c'est quelque chose qu'on a vraiment de différent entre les 2 pays, entre les États-Unis et le Costa Rica, et qui enrichit bien sûr notre projet. Voilà. Donc ça c'est, disons, une petite description, voilà, des étudiants qui ont été des étudiantes costariciennes impliquées dans ce projet entre les 2 établissements. D'accord? Voilà. Et nous continuons. OK. Ici, ça c'est quelque chose pour prendre en compte. Voilà, surtout quand on se trouve en formation en langue étrangère et pour ceux et celles qui vont devenir bientôt des profs des langues françaises. Voilà, sur quelle connaissance, quelle attitude, quel point de vue, quelle valeur la notion des compétences interculturelles recouvre-t-elle. Voilà, et l'importance respective de chacun de ces éléments. Donc, j'ai fait là un petit schéma juste pour que vous l'ayez en compte, voilà, sur quelles sont ses connaissances, quels sont ses points de vue, quelles sont ses valeurs qui, dans la dimension interculturelle, vous en tant qu'étudiant, vous en tant qu'individu, vous en tant que prof, vous devez mettre en pratique, mettre ensemble, vous devez mobiliser pour travailler correctement la dimension, l'approche interculturelle. Tout d'abord, OK, ça concerne les savoir-être, et ça c'est l'un des points les plus importants de l'approche interculturelle ou de la dimension interculturelle. Voilà, le fait, OK, comme on l'a dit là-bas, de veiller la curiosité, l'ouverture vers l'autre, vers les autres cultures, et même vers sa propre culture. Parce que de temps en temps, ça nous arrive que on n'est pas très impliqué
dans la culture de notre pays. Voilà, on a la tête ailleurs, on dit, et on ne se rend pas compte de beaucoup d'aspects implicites et explicites de notre culture. Donc, ça nous fait aussi, le fait de découvrir la culture de l'autre, ça nous permet de mieux connaître notre culture. Donc, c'est un aspect très important de la dimension interculturelle. Un autre aspect vraiment important, c'est concernant les savoirs. Okay, quel type de savoir devrait-on travailler sur la dimension interculturelle? Voilà, les connaissances des groupes sociaux. Vous savez que le français, c'est une langue qui est parlée dans tous les continents. Voilà. Et les publics qui sont concernés à partager le français, pas seulement comme langue maternelle, mais comme langue seconde ou comme langue étrangère, voilà, nous amène à avoir des savoirs ou des connaissances sur ces groupes sociaux. Voilà, sur leurs pratiques, sur les pays, sur toutes ces interactions entre les sociétés et les individus qui arrivent ou qui se passent à l'intérieur de ces pays-là, de ces nations-là, de ces cultures-là. Okay. Un autre point important qui implique la dimension interculturelle, c'est les capacités d'interprétation et de mise en relation. Voilà, ce qu'on connaît comme le savoir comprendre. Voilà, c'est le fait de bien interpréter. Ça, c'est pas facile. Voilà, du coup, c'est pas facile parce que, comme on a parlé au début, Caitlin aussi a fait mention de cet aspect-là, le fait d'interpréter un message ou au moment de communiquer avec l'autre, la façon comment j'interprète ce que tu me dis, c'est pas de la même façon comment vous le faites dans votre langue maternelle. Ça veut dire quoi? Et je vous mets un exemple. Il y a quelques mois, on a eu aussi un projet avec une université en France. Voilà, et une étudiante m'a fait les commentaires que comme son correspondant ne lui répondait pas, il envoyait des émoticônes, quelque chose comme ça. Et voilà, la façon comment nous interprétons les émoticônes ou les memes, tout ça, c'est pas de la même façon comment l'autre le fait. Donc, il faut être très soucieux, voilà, très soucieux de ces aspects-là, parce que, bien sûr, quelque chose qui peut nous faire rire ici au Costa Rica, ça peut provoquer chez l'autre quelque chose, ça peut lui provoquer, je sais pas, la colère ou le fait de s'énerver. Voilà. Donc, ça, c'est un aspect et vraiment, je l'ai dit, j'insiste, très riche, voilà, de cette partie culturelle et interculturelle, mais que nous devons être très soucieux, voilà, de tous ces aspects-là. Le fait ou les capacités d'interprétation, c'est savoir comprendre. Okay. Et un autre point, voilà, pour ajouter à cette dimension de l'interculturel, c'est le fait de faire naître, voilà, ça c'est une fonction de l'enseignant, bien sûr, le fait de faire naître la vision critique au niveau culturel. Oui, ça c'est quelque chose, et j'ai fait les commentaires tout à l'heure de l'étudiante qui a eu l'expérience de visiter et les Émirats unis, je crois, à Abu Dhabi, là-bas. Et il nous a fait ou nous a donné sa vision critique de ce qu'elle a vu, voilà, par rapport à sa propre culture. Donc, ça, c'est vraiment très, très important, voilà, quand on a bon, ce type d'expérience à niveau de l'interculturel. Un autre point là-bas, très important, c'est les capacités de découverte et d'interaction, les savoirs apprendre okay, à partir de l'autre, voilà, ou les savoir-faire aussi, cette capacité à acquérir de nouvelles connaissances sur une culture, voilà, et des pratiques culturelles données, qui peut-être dans notre culture ne sont pas évidentes ou n'existent pas du tout, mais pour l'autre culture, voilà, ça fait partie de leur identité. Voilà, donc ça c'est très important. Et bon, ça, la partie des savoir comprendre, moi je l'ai déjà nommé. Voilà. Maintenant, moi je voulais vous partager un peu sur la même dimension de l'interculturel, la méthodologie COIL. COIL,
c'est une méthodologie, c'est un cours qui est à niveau de toutes les universités du réseau lassalien, à niveau du monde, parce que si vous savez, vous ne savez pas, l'université ou la salle se trouve dans 80 pays autour du monde. Voilà. À niveau des universités, il y a 62 universités à niveau mondial, la salienne. Et ces cours, voilà, la méthodologie que nous travaillons dans ces cours-là implique à 100% la partie interculturelle. Oui. Et c'est grâce à cette cours et à cette méthodologie, et comme l'a dit Caitlin au début, dans l'introduction, que nous avons remercié à une chère collègue de notre part, Marilena, elle est mexicaine de l'Université La Salle de Nord-Ouest, voilà, qui nous a mis en contact pour implémenter notre projet interculturel sous la vision de cette méthodologie. Et vous allez voir que cette méthodologie implique tout ce que vous regardez ici, voilà, dans cette diapositive. Voilà, le fait de travailler la compétence interculturelle, le fait de la communication à niveau de l'interculturel, mais aussi ça nous fait travailler à niveau de la compétence cognitive et émotive. Voilà, donc c'est en tout une méthodologie, moi j'ai beaucoup aimé, parce que moi j'ai suivi les cours l'année dernière, mais avant ça, j'ai eu l'expérience de travailler avec Caitlin. Voilà, et moi j'ai vu que toutes ces dimensions que vous regardez ici, compétences interculturelles, communication interculturelle, compétences cognitives et compétences motives, sont toutes impliquées. Voilà, dans ce type de projet. Et voilà, c'est là, sincèrement, je sais que Caitlin partage mon avis. Ça nous a fait vraiment plaisir de avoir eu cette occasion de partager entre nous deux en tant que prof, voilà, mais plutôt le fait que nos étudiants et nos étudiantes ont eu l'occasion d'avoir cette expérience, qu'on est sûr, ils sont bien profités, voilà, et ça fait déjà partie de leur formation académique, bien sûr, mais de la formation en ce qui concerne l'interculturel et leur formation, bien sûr, linguistique et pragmatique. Voilà. Et maintenant, ça y est, et nous allons rapidement vous expliquer le but. Voilà, je crois que Kate l'a expliqué de manière générale il y a un petit moment sur les différentes étapes de notre projet interculturel entre nos deux établissements, la Salienne. Et voilà, tout d'abord, Kate, je te donne la parole, voilà, et tu peux nous parler un peu sur cette première étape qu'on a travaillé ensemble, le fait de se présenter. Moi, je vais partager sur l'écran quelques évidences de tous ces processus ou cette première étape. Bon, je te donne la parole, Caitlin. Ah, merci bien. Alors, étant donné les complications pour ajouter les étudiants au système électronique de l'un ou l'autre établissement, nous avons pris la décision d'employer un groupe privé de Facebook pour notre projet. C'était très pratique pour nous. Un avantage de cette décision était la simplicité de Facebook et le fait que les étudiants pouvaient y accéder avec leur portable. Parce que quelquefois, et on voit bien dans les images le jeune homme de souche japonaise là qui a son portable à la main en train de parler. Nous nous sommes convenus que notre collaboration se déroulerait en 3 étapes. Premièrement, les étudiants se présenteraient sur Facebook. Deuxièmement, les étudiants feraient connaître leur village aux camarades de l'autre université à travers des photos et des commentaires. Et troisièmement, les étudiants choisiraient et présenteraient une recette typique de la région ou quelque chose de populaire dans leur famille. De préférence, ils tourneraient une vidéo pour montrer comment préparer la recette. Alors, je crois que, Anthony, tu as d'autres images pour montrer comment ça s'est déroulé en réalité. Et moi, j'en étais plutôt satisfaite. Oui, tout à fait, Caitlin.
Ok, ici, bon, vous regardez sur l'écran les différentes évidences de cette première étape qu'on a eue dans notre projet interculturel, comme l'a bien expliqué Caitlin. Et dans cette première étape, il avait l'objectif de se présenter envers l'autre, voilà. Mais le plus important, à part de se présenter, c'est l'interaction qu'ils ont eue. C'est pourquoi que je vous partage, voilà, les différentes commentaires qu'ils ont eus par rapport à la présentation personnelle de chacun et de chacune. Voilà. Et quand vous regardez, ça a éveillé la curiosité auprès d'eux, voilà, et d'elle, bien sûr. Et voilà, il y a eu pas mal de questions qui se sont formulées entre eux, voilà, et notre objectif principal, bon, à part du fait de se présenter, voilà, c'était qu'ils qu'ils pourraient, qu'ils avaient l'opportunité de interagir entre eux. Ici, on a travaillé l'interaction écrite, voilà, comme vous l'avez vu, et cela bon, a bien marché. Voilà, bon, cette première étape, euh, tout cela a été bien travaillé. OK. Dans notre deuxième étape, comme l'a bien expliqué Caitlin à tout à l'heure, c'est le fait juste de présenter la ville, les villages, la commune ou la communauté dans laquelle ils habitaient. Voilà, ça, c'est une partie vraiment très enrichissante de ces projets parce que on a vu, voilà, les différents lieux où ils habitaient, bien sûr, tout à fait différents les unes aux autres. Et même ici, pour les étudiants du Costa Rica, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, et ils sont, et bon, ce sont des étudiantes qui habitent à des différents endroits du Costa Rica, différentes provinces, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, Guanacaste, Punta Arenas, Limón, Upala, San Carlos, Pérez Celedón, San José, Cartago, Heredia, donc c'est partout. Donc les lieux où ils habitent, les paysages qu'ils ont partagés, voilà, dès l'endroit où ils habitent, voilà. Et c'est vraiment merveilleux. Voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé ce que les étudiantes de la prof Caitlin ont partagé, ce que mes étudiantes à la SAIE aussi ont partagé, parce que on pouvait regarder, on pouvait constater et faire remarquer les différences entre tout ça. Okay. Donc, dans ces cas-là, nous pouvons regarder les évidences, voilà, de cette 12e étape dans laquelle ils parlaient de leur ville, leur village ou de leur communauté, voilà, ou de leur quartier dans lequel ils habitaient, et les différentes interactions qu'ils ils ont eues tout au long de cette 12e étape. Voilà. Donc, ça a éveillé, comme j'ai dit tout à l'heure, ça a éveillé beaucoup la curiosité entre eux et se sont formulés des questions par rapport à ce qu'ils ont partagé. Voilà. Donc, dans ces cas-là, bon, moi, j'ai mis des évidences de la part des étudiants de la prof Caitlin et aussi des étudiants du Costa Rica. Voilà, qu'ils ont, comme vous pouvez le constater, interagi entre eux à niveau de l'écrit concernant ce qu'ils ont partagé et par rapport à leur ville ou leur village ou leur communauté. D'accord? Et ensuite, OK, cette troisième étape, c'est l'étape on s'est bien amusé. Voilà. Bon, les étudiantes se sont bien amusées. Nous, on a eu faim. Chaque fois qu'on regardait ces présentations-là, j'ai dit, oh là là, délicieux. Moi, j'aimerais prendre un petit morceau de ça, de ce qu'ils ont préparé. Même pour les étudiants du Costa Rica, ils ont préparé des recettes traditionnelles. Voilà. Du Costa Rica, vous savez, moi, je vais partager seulement deux, mais on a vu, moi, on rigolait hier soir qu'on s'est réunis, la prof Caitlin et moi, qu'on a revu un peu les différentes recettes. On a vu les recettes d'empanada de chivere, expliquées en français, les tortillas, aussi les riolets, l'arroz con leche, le gallo pinto, et de la part des étudiants de la prof Caitlin, on a vu, parce que les étudiants de la prof Caitlin ont de différentes origines. Oui, comme vous avez vu, il y en avait un qui, on supposait qu'il avait une origine
japonais, voilà. Mais il y avait d'autres qui avaient des origines scandinaves, donc il nous a partagé une recette d'un plat du pays d'origine de leurs parents ou de leurs grands-parents, je ne sais pas, et de la Suède. Et ça, c'est la langue que je vais vous partager. Et voilà, cela nous a donné envie de manger. Ok, donc dans un petit moment, vous allez les voir. Je vais bien charger la vidéo. Ok, voilà. Je vous partage quelques secondes, voilà. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des bouillées de viande suédoise. Ce n'est pas un plat américain traditionnel, mais je viens d'une famille avec beaucoup de héritage suédoise. Mélangez les épices, les chapelets, l'oignon, le poivre, le sel et ajoutez suffisamment de lait pour humidifier. Ok, ça c'est une évidence. Voilà, ça c'est une étudiante de la prof Caitlin. Et maintenant, je partage le suivant. Et ça c'est une étudiante du Costa Rica qui nous a expliqué comment préparer, si je ne me trompe pas, le rioli, la chose qu'on l'a dit. Je donne un petit moment pour faire passer la diapositive. Voilà. Voilà, je vous partage. Aujourd'hui, je vais faire un spaghetti ou riz d'olive. Et pour préparer ces recettes, nous utiliserons les ustensiles de cuisine, un peu et une cuillère. Donc, les ingrédients sont 2 tasses de riz, noix de coco, 1 cuillère de sucre de maïs, 1 tasse de lait condensé, 1 tasse de sucre, 1 tasse de lait condensé, 1 tasse de lait finito ou lait beurré et raisin sec et cannelle au goût. Ok, voilà. Ça, c'est une deuxième évidence. On a pas mal, mais à cause du temps, on ne va plus partager ces recettes. Voilà. Et voilà, donc dans cet aspect-là, bon, laisse-moi faire passer la diapositive. Voilà. Et comme on a parlé tout à l'heure, voilà, ce sont des recettes partout, voilà, qu'on a partagées là-bas. Et bon, moi, je veux remercier parce que je sais qu'il y a des étudiantes qui ont été impliquées dans ce projet, qui sont présentes dans la visioconférence. On n'a pas tout partagé, je m'excuse, mais j'ai pris un exemple
des étudiantes de la prof Kate et un exemple de moi, je le fais au hasard. Donc, mais essentiellement, moi, j'étais vraiment très heureux voilà, d'avoir eu cette expérience et surtout, je sais pas, mes étudiantes ont eu du plaisir voilà, à travailler un tel projet avec les étudiants de la prof Caitlin à Sony Host à New York. Donc, on arrive à l'étape des conclusions. Moi, Caitlin, si tu veux prendre la parole, de nous raconter et voilà. À la fin, cette expérience, cela a signifié quoi pour vous? Ah, voilà. Alors, mes étudiants étaient vraiment très satisfaits de leur expérience. Ils ont appris beaucoup de choses sur la cuisine. Et aussi, mon étudiant de souche dominicaine était bien content de voir une autre recette pour les empanadas, très populaire de sa grand-mère, une recette concurrente, si vous voulez bien. Euh, vous savez, quand nous avons fait cette expérience, nous ne savions pas en 2019, en automne, qu'il y aurait une pandémie au beau milieu de notre projet. Bien sûr, c'était un peu compliqué. Le gouverneur de notre État, l'État de New York, a annoncé la fermeture de tous les campus de l'Université de l'État de New York et la fermeture de Broadway. Le 11 mars. Et nous, on avait commencé le projet le 13 février. Alors, c'était vraiment au beau milieu du projet. Et puis après, le gouverneur a annoncé le confinement presque complet. Et les étudiants étaient tous à la maison. Il y a eu des drames de famille, des problèmes. Les parents, les mères et les pères, quelquefois les deux parents, ont perdu leurs emplois dans des commerces fermés. Les étudiants, eux, ils travaillaient dans les supermarchés, hypermarchés, alors c'était des services essentiels. Alors eux, ils pouvaient continuer à travailler. Alors ils ont doublé leurs heures de travail pour pouvoir faire manger les familles. Alors ils avaient beaucoup moins de temps pour consacrer à leurs études. Et encore plus, ils avaient commencé avec un cours présentiel. Ils ont terminé par étudier virtuellement. Alors, c'était plutôt un choc. Et puis, personne ne pouvait sortir et c'était quand même un petit peu compliqué. Mais ils ont réussi à poster leurs recettes et terminer le cours. Et je crois que cette connexion avec les étudiants à Costa Rica leur a beaucoup aidé à s'en sortir, si vous voulez. Bien sûr. Alors, je ne sais pas comment ça s'est déroulé, je ne sais pas à quel moment vous avez dû fermer le campus, mais je sais que vos étudiants étaient déjà à moitié virtuels, n'est-ce pas? Oui, non, on était pareil, on était presque dans la même situation tous les deux, là à New York et ici au Costa Rica, dans lequel on était en présentiel à ce moment-là, mais et à la fin de ce premier quadrimestre 2019, voilà, on a passé à la partie virtuelle. Donc, dans ces cas-là, on était tous pareils. Voilà, la situation, bien sûr, économique des étudiants a été vraiment très touchée, voilà, à cause de la pandémie. Et, et sincèrement, ça a été très, très difficile à gérer, voilà, à niveau d'elle, voilà, en tant qu'étudiante, aussi à niveau de l'université. Et dans votre cas, c'est pareil, hein, parce qu'il fallait faire des choix ou continuer à l'université ou manger. Voilà. Et c'est Voilà. le cas, voilà. C'est le cas que tu viens de nous raconter, voilà, que c'est très bouleversant. Voilà. Et que, bon, on voit, hein, même si on est dans deux pays différents, on est vraiment, on a été vraiment très, très touché, voilà, par cette pandémie à des différents niveaux, voilà, niveau économique, social,
Et voilà. Il n'y a pas, à ce moment-là, il n'y a pas de différence. Voilà, quand Non. on se trouve dans une situation comme ça, et voilà, cela nous a fait beaucoup réfléchir voilà, sur le sujet. Parfait. Excellent. Et moi, juste pour conclure, Caitlin, et pour bon, ce qui se trouve connecté en ce moment, voilà, le fait de travailler la dimension interculturelle telle que vous l'avez vu, voilà, et à tout à l'heure avec l'explication de notre projet à niveau de l'interculturel, cela a impliqué et on arrive à beaucoup de conclusions là-bas. Oui, moi j'ai pas mal de conclusions à vous donner. Je ne vais pas être très, je ne vais pas trop parler sur ça à cause du temps, mais disons ici le plus important c'est qu'on a fait naître, voilà, cette faire naître auprès de nos étudiants et ces capacités de comprendre l'autre, voilà, de partager leur perception, leur vision du monde, comme je viens de regarder les commentaires de Fernando Lyon, voilà, l'apprentissage de langue nous permet d'ouvrir pas mal de fenêtres. Et voilà, on a ouvert une là aux États-Unis auprès de vous, à New York. Et voilà, et cela nous a permis aussi de connaître pas mal de gens autour du monde, voilà, grâce au réseau international des universités lasalliennes. Voilà, c'est un plus que vous, en tant qu'étudiant de la Salle, vous en avez. Voilà. Il ne faut pas seulement se limiter au Costa Rica, il faut aller au-delà. Voilà. Et on a ce type d'expérience très enrichissante et très, on pourrait dire, très amusante aussi, parce qu'on s'est beaucoup amusé pardon. Et voilà. Donc, ça, c'est l'une des conclusions voilà, que moi, je voudrais partager. Et le fait de la perception qu'on a des autres, voilà, ça a éveillé, comme vous l'avez vu dans les différentes interactions qu'il y a eu entre les étudiants, a éveillé la curiosité. Voilà, et ça, c'est le but voilà, de l'interculturel, éveiller cette curiosité vers la culture de l'autre. Voilà, de faire découvrir ce qui n'est pas évident. Voilà, et je sais, bon, en ce moment qu'il y a pas mal de profs qui sont connectés, des étudiants qui sont connectés, que vous l'avez déjà vécu. Donc, ça, c'est un aspect que nous, en tant que formateurs, nous donne du plaisir. Voilà, parce que enseigner une langue, comme Caitlin et moi vous l'ont expliqué, c'est pas seulement faire apprendre la langue telle qu'elle, mais tout ce qui implique apprendre ces langues. Oui, tous les codes à niveau social, les codes à niveau culturel, les codes même à niveau économique et politique. Voilà, des autres pays qui partagent la même langue que vous êtes en train d'apprendre ou que vous avez déjà apprise. Pardon. Donc, dans ces cas-là, c'est que ou le message voilà, de cette conférence est, et je vais prendre les paroles de Fernando, allez, ouvrez-vous au monde. Voilà. Parce que ces types d'expériences sont vraiment très, très formatrices, voilà, à niveau pas seulement académique, mais aussi à niveau personnel et à niveau de l'interculturel. Cela nous ouvre nos esprits, voilà, vers les autres cultures, vers les autres individus, vers les autres façons de voir le monde, voilà. Donc, ça, c'est les messages que la prof Caitlin et moi, nous vous donnons, voilà, et par rapport à la thématique de cette visioconférence. Voilà. Et nous passons maintenant, voilà, si les personnes qui sont connectées veulent formuler des questions par rapport à ce qu'on a discuté et à tout à l'heure, voilà. Allez, vous pouvez prendre la parole à tout moment. Ou si vous voulez faire un commentaire à la prof Caitlin, voilà. N'aie pas peur. Allez, en plus, en profiter parce que c'est la première fois qu'on fait un atelier de transversalisation en français. Donc, on aimerait pas mal de questions. Ok.
Ok, j'ai un message qui a été posté par Luisa Fernanda Pérez Carrillo. Elle me dit bonjour à tous. Il est bien vrai, on ne peut pas apprendre une langue sans passer par la culture. Pour apprendre aux étudiants à être aussi tolérants aux autres cultures et pour être ouverts à apprendre des choses beaucoup plus loin au-delà d'une langue. Voilà, tout à fait. Voilà, c'est ce que je ne sais pas, Caitlin, si tu veux faire un commentaire par rapport à ça. Ah oui, je pense que pour moi, je parle beaucoup dans les cours de français, du français dans le monde, mais les étudiants, je ne crois pas qu'ils y croient vraiment ou je ne sais pas, ils m'écoutent, mais ils ne s'en rendent pas compte de la réalité qui est le français dans le monde. Et je crois que ce projet avec Costa Rica a vraiment prouvé aux étudiants qu'il y a un monde de francophones et francophiles autour du monde, hors de tous les pays auxquels ils pensent quand ils pensent à la francophonie. Et vraiment, il y a beaucoup de gens à connaître. Aux États-Unis, on a l'idée qu'il n'y a que l'espagnol qui est pratique à étudier. Enfin, alors pour être professeur de français, il faut faire un peu de publicité, un peu d'encouragement parce que les gens ils s'imaginent que le français c'est bien joli, mais ça ne sert pas à grand-chose. De temps en temps, ils passent des Québécois par le throughway à New York, mais à part ça, il n'y a pas d'occasion pour parler français. Et c'est beaucoup plus amusant de parler espagnol. Alors, tout le monde étudie l'espagnol. Et aussi, aux États-Unis, on a l'idée qu'il n'y a pas de place dans le cerveau pour deux langues étrangères. Je ne sais pas, ils pensent que si on commence une autre langue, on va tout oublier de la première langue étrangère. Alors là, c'est pas vrai. Et je voulais prouver aux étudiants que vraiment, le français est très pratique et ça peut servir. Voilà. Super, oui, non, tout à fait d'accord. Très intéressant ce que nous fait savoir Caitlin par rapport à la vision que les Américains ont du français. Voilà, c'est une autre perception. Voilà, on a l'interculturel là-bas. C'est une autre perception qu'on a ici au Costa Rica. En plus, ici au Costa Rica, voilà, on fait à niveau du gouvernement, voilà, tout ce qui concerne la politique des langues, voilà, des langues étrangères, est visé, se trouve en ce moment un peu plus ouverte. Parce qu'il y a quelques années, le français, bon, depuis longtemps, s'est trouvé un risque, voilà, de disparaître, parce qu'on disait, pourquoi le français ici, pourquoi le français là, est-ce que l'anglais, ça doit être renforcé à niveau du primaire et à niveau du secondaire, et bien sûr à niveau universitaire. Mais ils se sont rendus compte, voilà, que l'ouverture vers les autres langues, voilà, et ça implique aussi l'ouverture vers les autres cultures, le fait d'avoir plus d'une langue, ça donne aux individus, bon, ici au Costa Rica, le fait d'avoir plus d'opportunités. Pas seulement comme d'opportunités de travail, mais d'opportunités à niveau académique, d'opportunités pour aller au-delà, pour aller à l'étranger. Voilà. Donc, dans ces cas-là, on a une mentalité un peu plus ouverte. Oui, le français a toujours été un risque. En plus, je ne sais pas si je vous l'avais commenté au début quand on s'est mis en contact avec Marianella, et là, au début de notre projet, le Costa Rica, c'est le seul pays où le français est une langue obligatoire dans l'enseignement secondaire. Donc, dans ces cas-là, c'est très intéressant de voir les deux perceptions qu'il y a du français au Costa Rica et aux États-Unis. Voilà. Et comme tu dis, que il faut lutter là-bas pour avoir cet statut du français aux États-Unis. Voilà, c'est une culture, c'est une histoire, c'est une vision du monde différente à la nôtre. Bien sûr, il y aura peut-être de ressemblances, mais il y a pas mal de différences. Et voilà, il y en a une, on a trouvé une là, par rapport aux langues étrangères. Oui, tout à fait. Et en plus, laisse-moi voir, je ne sais pas qu'il y a un autre commentaire.
Et dit, bon, Ivana Lisbeth Morales Espinosa dit, c'est très intéressant comment vous avez utilisé les réseaux sociaux pour pratiquer la langue. Je pense que l'apprentissage des langues n'est pas seulement apprendre la grammaire et le vocabulaire, on doit le mettre en contexte. Tout à fait. Tout à fait. Voilà, j'ai pas mal d'anecdotes à raconter, mais j'ai pas de temps pour tout raconter concernant cette partie de que tout ce qu'on apprend à niveau linguistique, il faut le mettre en contexte, mais si vous ne connaissez les contextes, voilà, vous pouvez faire gaffe, voilà, de temps en temps. Et moi, j'ai eu gaffe pas mal des fois. Et voilà, mais ça, ce sont des expériences que nous devons toujours faire face. Et on apprend beaucoup de ce type d'expérience. Voilà. Et bon, je ne sais pas s'il y a d'autres questions de votre part, du public. Monsieur, ah bon, oui, Fernando, allez, tu peux prendre la parole. Bon, merci beaucoup, premièrement. Bon, bonjour à tous. Je voudrais savoir pour Madame Caitlin Boglin, excusez-moi, je n'arrive pas à prononcer correctement, mais je voudrais savoir surtout sur les expériences, quelles ont été les opinions de la part des étudiants, surtout les difficultés techniques. Parfois, on retrouve là des difficultés, je ne sais pas s'ils ont eu des problèmes, et s'ils restent en contact maintenant. Une fois qu'on a fait l'implémentation de ce projet-là, si vous avez un contact permanent, si on se parle des fois, de temps en temps, ça c'est sympathique aussi de connaître comment continue l'amitié, disons, entre les personnes, ou s'ils s'arrêtent le projet, et voilà, c'est tout, on finit. Merci. Ok, merci Fernando. Caitlin, c'est à toi de répondre. Alors malheureusement, à cause de la pandémie, beaucoup d'étudiants ont décidé de ne pas revenir à la fac en automne, ne pas rentrer, parce que, comme j'ai dit, les parents ont perdu leurs emplois quelquefois et ils ont doublé leurs heures de travail, ou bien parce que vraiment, on a annoncé qu'on allait faire tout de manière virtuelle et eux, ils voulaient une expérience présentielle, alors ils ont préféré attendre un semestre ou deux pour que les vaccins puissent nous sauver tous. Et puis, alors ça, je crois qu'ils auraient continué. Il y en avait qui m'avaient dit que je voulais bien continuer le français, mais je préfère être en personne parce que ce qu'ils aiment, c'est parler. Et c'est plus compliqué pour Internet. Et puis, nous, on a essayé de continuer les cours de Zoom et tout ça, mais il y avait toujours des difficultés, des problèmes. Alors, cette fois-ci, j'étais toute contente de les voir terminer le semestre parce qu'il y avait des étudiants dans d'autres domaines à la fac qui vraiment ont laissé tomber leurs études et n'ont même pas terminé le printemps à cause du virus et tout ça. Et je crois que on a été un peu choqués dans la région parce que les premiers morts sont venus dans la ville de New York. Nous n'habitons pas à New York, mais il y a des gens qui travaillent à New York, qui font la navette entre la campagne et New York. Et puis, l'impact de voir la garde nationale arriver à sauver New York, voir le navire, j'oublie le nom, de la Croix-Rouge qui est venu à New York, de voir les organisations bénévoles construire des tentes devant les hôpitaux de New York. Ça, c'était quand même choquant, voir les camions réfrigérés parce qu'il n'y avait pas assez de place pour les cadavres. Enfin, c'est vraiment un choc. Alors, et puis, la dépression est venue dans certains cas parce que le confinement est plutôt difficile. Mais donc, je crois que on ne vivait pas dans les temps normaux.
si vous voulez. Mais je dois dire que la connexion avec nos camarades à Costa Rica a vraiment leur a donné une raison pour continuer, pour se pousser à terminer la classe parce qu'ils avaient des camarades qui attendaient leur présentation et à la fin, ils ont fini. Alors, j'étais bien contente et j'espère les revoir en automne de 2021. On verra. Mais c'était vraiment quelque chose. Je ne sais pas si. D'où êtes-vous, Fernando? Vous êtes. Oui. Oui. Excusez-moi. D'où êtes-vous? Vous êtes du Mexique, de Costa Rica, oui. De Costa Rica aussi? Moi aussi, oui, bien sûr. Ah, d'accord. Oui, je crois que les choses ont été dures à Costa Rica aussi, n'est-ce pas? Oui, plus ou moins, oui. Moi c'est moins fort maintenant, mais lorsque ça a commencé, je crois que c'est surtout la partie de la peur, n'est-ce pas? Avoir peur, surtout qu'est-ce qui va se passer si ma famille est touchée, n'est-ce pas? Et Ouais. évidemment, bon, au niveau économique, il y a eu des conséquences graves, disons, parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont perdu leur emploi. Et c'est difficile, c'est une situation difficile lorsqu'on doit confronter ce qui se passe dans la partie économique, n'est-ce pas? Et dans la partie sociale aussi. Ça va affecter les familles, ça va affecter les étudiants même, au niveau de l'éducation au sein du ministère de l'Éducation. Et bon, pour tout le monde en général, ça serait évident que la crise à cause du Covid nous a touchés. Et bon, c'est aussi important de remarquer ça, de remarquer qu'il faut continuer à faire ces sortes-là de projets, ces sortes-là des efforts, n'est-ce pas, afin d'unir, de faire des liens et d'avoir des rapports avec des étudiants d'autres pays, n'est-ce pas? Voilà. Notre problème aux États-Unis, c'est que nous ne sommes pas trop unis. Il y a des grandes polémiques. Il paraît que les gens du Parti démocrate pensent qu'il faut bien prendre des mesures, se protéger, se mettre un masque et tout ça. Et puis les gens du Parti républicain qui pensent que le virus n'attaque pas aux républicains ou même que les démocrates ont inventé le virus. C'est vraiment... pour ça, j'ai commenté hier à Anthony que j'ai dû aller au Colorado et puis maintenant je ne reviens pas à New York parce que pour traverser le pays, il faut traverser l'État de Kansas. Et dans le Kansas, vraiment, il y a une majorité des gens qui pensent que la pandémie, c'est ou bien exagéré ou même inventé. Et ils ne prennent pas de précautions. Et moi, j'hésite à faire le trajet pour rentrer à New York. Alors, je continue. Alors, je vous joins de Colorado maintenant, entouré un peu de neige, mais... Quelle chance. Voilà. Et Caitlin, je vais donner... Merci Fernando pour ton intervention, je t'en prie. Et Luisa Fernanda qui a levé la main et après ma chère collègue Yesenia Ormez. Luisa? Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup. Bon, d'abord, je vous remercie pour cette session. Je l'ai trouvée aussi intéressante, très intéressante en plus. Et je suis prof de français à l'Université La Salle à Puebla, au Mexique. Oh, Mexique? Oui, enchantée. Je suis très heureuse de voir qu'il y a plein de mes étudiants ici. Et bon, et juste, je voudrais vous commenter une chose. Et je trouve, par exemple, que ces programmes, ces modèles que vous avez acquis pour enseigner, c'est génial. Comme vous avez dit, de façon présentielle, peut nous laisser beaucoup de choses et apprendre beaucoup de choses aussi aux étudiants pour vivre la culture.
Mais par contre, aussi, je crois que dans ces moments qu'on vit ces parties de pandémie et qu'on ne peut pas sortir, mais qu'on travaille en ligne, il est vrai que c'est très difficile pour les étudiants, mais il est vrai aussi qu'on peut faire beaucoup plus de choses, non? Comme par exemple dans ces moments on a la possibilité de parler tous ensemble, de se rencontrer, même si on est très loin l'un de l'autre. Et bon, concernant l'enseignement de l'interculturalité ou de la culture, je trouve, comme je vous ai dit, que, par exemple, moi, je ne conçois pas un cours de langue sans apprendre quelque chose de culture. Et moi, ce que je trouve très intéressant de la culture et que parfois, bon, je ne sais pas dans vos cas, mais dans mon cas, parfois, je vois qu'il y a des profs qui n'aiment pas apprendre aux étudiants d'autres choses beaucoup plus loin d'apprendre la grammaire, le vocabulaire ou des choses comme ça, sinon d'apprendre, par exemple, ces côtés-là du code corporel. La langue corporelle est aussi importante. Moi, j'ai vécu des choses, comme Anthony a dit, des expériences qui parfois sont drôles, comme celle-ci de dire quelque chose et que les autres rient, pendant qu'il y a une autre personne qui peut être un peu, comment dirais-je, choqué, non, il peut s'énerver pour quelque chose parce qu'à la fin, il ne comprend pas ou il n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui s'est passé ou pourquoi la personne rit. Mais par exemple, concernant le code corporel, c'est quelque chose d'énorme et que parfois, comme prof, on oublie d'apprendre nos étudiants, non? Et au moment qu'un étudiant arrive dans un autre pays et fait des choses, et on dit, mais pourquoi les personnes me disent comme ça? Ou pourquoi la personne arrive? Moi, je trouve cette partie-là aussi très intéressante. Et bien sûr, elle fait partie aussi de la culture. Alors, en faisant d'autres choses, je voudrais aussi vous faire la question, non? Comment est-ce qu'on pourrait, par exemple, si on voudrait au Mexique travailler sur ce modèle, qu'est-ce qu'on aura besoin de faire pour l'avoir et pour donner aussi à nos étudiants de faire des choses comme celle-ci, parce que ça peut être aussi motivant pour les étudiants dans cette situation, comme vous l'avez dit, Madame Kaling. On vit une situation terrible. Et surtout au Mexique, on a beaucoup de gens qui sont tristes parfois, non, d'après la situation de la pandémie, qui ont besoin de sortir, de connaître le monde, de voir qu'est-ce qui se passe dehors. Et dans ces cas-là, qu'on est tous chez nous, bon, c'est un peu difficile, mais quand on leur dit ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur, soyez motivés, il y a plein de choses à faire, même en ligne, et ça va vous aider aussi parce que quand on fait des choses, des échanges académiques, c'est génial. On a l'opportunité de vivre un contexte, mais il est vrai que parfois, il y a des étudiants ou dans certains pays dont l'économie ne nous permet pas de faire des choses comme ça. Alors, dans ces cas-là, avoir des échanges, on dirait, académiques, mais en ligne, c'est génial parce que tu n'as pas besoin que d'un ordinateur et de ta connexion Internet. Alors, je voudrais vous demander comment est-ce qu'on pourrait faire des choses comme ça, de travailler avec ces modèles précisément, pour donner l'opportunité à nos étudiants au Mexique. Voilà, bien sûr. Oui, merci Lisa pour votre intervention. Et chers collègues au Mexique, non, moi, je te fais savoir que à la fin de l'année dernière, je me suis mis en contact avec votre filière là, au Mexique, à Puebla. Voilà, parce que moi, j'ai vu que vous aviez un programme de formation en langue, voilà, que vous aviez la formation en français, et pour avoir une convention. Bon, je suis vraiment surpris parce que cette convention existait depuis longtemps, voilà, et cela permet les échanges, la mobilité entre les étudiants du Costa Rica et du Mexique. Donc, ça se trouve, la porte est ouverte, voilà. Et donc, d'un moment à l'autre, un étudiant du Costa Rica va être avec vous comme étudiant, j'espère bien. Voilà, et quelqu'un du Mexique qui puisse se déplacer au Costa Rica, voilà, vous avez les portes ouvertes. Pour répondre à ta question, oui, bien sûr. Pour répondre à ta question, voilà, très simple.
tu peux nous écrire et on peut te partager tous les contacts. On a pas mal de contacts en ce moment. Bon, on a la prof Caitlin, voilà, avec laquelle on a travaillé. Et bon, on a commencé à travailler l'année dernière et on espère bien continuer à travailler avec elle. Mais aussi, on a des contacts avec des universités de la Salle en France, aussi avec lesquels nous avons ce type de projets, ce type de projets interculturels et qui sont vraiment très intéressés à faire partie ou à faire beaucoup plus grand cette expérience avec les autres universités du réseau LaSallian. Oui. Donc, oui, Caitlin. J'ai mis 2 fois parce que j'ai pas vu que j'avais réussi la première fois, mais j'ai mis mon mail dans le chat parce que à l'Université de New York, nous avons un grand programme de tout le réseau des universités new-yorkais. Et si Louisa, si vous voulez bien m'envoyer un mail, je vais essayer de vous mettre en contact avec les gens de COIL à New York parce que ils cherchent toujours des partenaires et je suis sûre qu'ils voudraient bien travailler avec vous. Oui. Et un autre point que vous avez mentionné, c'était la partie la partie gesturelle, si vous voulez, pour nous, les Américains et aussi les Anglais. Tous les anglo-saxons et les gens qui habitent dans les pays anglo-saxons, nous avons une distance entre les interlocuteurs qui est beaucoup plus grande que la distance entre les interlocuteurs dans les conversations en France. Et nous, on a la réputation de reculer en parlant avec les Français. Alors, la personne française commence à nous parler, mais nous, on est un peu distanciés. Alors, la personne française fait un pas en avant et la personne américaine fait un pas en arrière. Et il est même arrivé dans une fête ou quelque chose, on continue à parler et la conversation traverse la salle jusqu'à ce que l'Américain ou l'Anglais se trouve contre le mur. Parce que, et ça se fait petit à petit sans qu'on s'en rende compte. C'est vrai. Et c'est vrai. Alors, je démontre toujours chaque semestre à mes étudiants. Je crois que c'est pas un problème pour les gens d'Amérique latine parce que la distance que vous avez dans les conversations est beaucoup plus petite que la distance. Mais vraiment, les Français, ils se mettent presque. Les Américains ont l'impression d'être presque agressés dans la conversation. Et ça, c'est un point. Un autre point, c'est que dans les conversations en France, on adore faire les polémiques et tout ça. Et aux États-Unis, si on n'est pas d'accord, on évite le sujet. Alors, on essaie de ne pas parler de la religion, on essaie de ne pas parler de la politique et tout ça. Mais en France, on adore parler de la religion, de la philosophie, de la politique. Et on aime bien prendre le parti opposé, même si on n'y croit pas, juste pour l'art de la conversation. Et ça, c'est quelque chose un peu difficile pour les Américains. Merci, Caitlin. Et Louisa, on t'a partagé nos emails. Voilà, donc tu peux nous contacter à tout moment. Oui, merci. Et ce qui se passe, c'est que je viens d'entrer à l'université, ça fait une année. Et j'imagine que vous avez fait, ou je ne sais pas si vous avez fait vraiment les contacts avec la Salle, mais la Salle à Puebla, ou avec d'autres institutions dans notre État. Oui, si je ne me trompe pas, dans le cas de Caitlin, c'était avec la Salle du Nord-Ouest, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Et nous, au Costa Rica, oui, on a fait les contacts directs avec vous à Puebla. Ah, ok, génial alors. Bon, et oui, bien sûr, je vais garder vos informations pour nous chercher et commencer à travailler ensemble.
Je serais très contente. Tout à fait. Voilà. Nous aussi, vraiment. Merci beaucoup, Lisa. Merci Et beaucoup. enchanté à nouveau. Voilà. Enchantée aussi. Et à vous. Et je donne la parole à Yesenia, ma chère collègue Yesenia Bermúdez. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Moi, c'est Yesenia de Costa Rica, aussi enseignante de l'Université de La Salle. Juste pour dire quelques mots, en fait, je tiens à vous féliciter pour cette initiative. Personnellement, je trouve que c'est vraiment très important d'ouvrir ce type d'espace pour les étudiants. Et je pense qu'ils ont eu vraiment de la chance de pouvoir écouter d'autres accents, de pouvoir partager, voir d'autres façons de faire, de modes de vie. Ça, c'est magnifique, en fait. Vous êtes en train aussi de travailler des valeurs telles que l'altérité, comprendre à l'autre dans sa différence, le respect, le dialogue. Parce que finalement, on a cette difficulté de se mettre à la place de l'autre, n'est-ce pas? Et aussi de réajuster, de se décentrer aussi, parce que on croit qu'on a la meilleure façon de faire, qu'on a toujours la raison, mais là, avec le travail de l'interculturel, on voit vraiment qu'on va au-delà. On voit qu'il y a d'autres personnes qui font les choses différemment. On construit, on dialogue, on communique. Alors, c'est énorme. Ce n'est pas le fait de découper les racines, sinon de coexister dans le monde, n'est-ce pas? Alors, je vous félicite de tout mon cœur et j'espère que ça va être le point déclencheur de beaucoup d'autres types de projets entre les différentes universités, Mexique, États-Unis et partout dans le monde. Alors, je vous félicite. Voilà. Merci Jess, je t'en prie. Voilà, je sais que tu as beaucoup à dire parce que tu as beaucoup d'expérience et tu as beaucoup travaillé l'interculturel. Même tu as fait amener tes étudiants en France, voilà, pour avoir ces plus dans leur formation. Donc, voilà. Et Caitlin Yesenia est une chère collègue de l'Université La Salle aussi. Elle est prof de la filière. Enchantée. Voilà. Merci. Et merci aussi à Abraham Balesillo qui nous a partagé un aspect très important, voilà, sur la perception des cultures et civilisations, et qui nous a partagé ça sur le chat. Et oui, n'est-ce pas? C'est ça ce que tu viens de dire. Voilà, très, très intéressant. Et voilà, je crois qu'on arrive à la fin de cette visioconférence et enchanté vraiment de votre participation. Et je remercie énormément à ma chère collègue Caitlin de nous avoir rejoints aujourd'hui, d'être ouverte à participer dans cet atelier. Voilà. Très ravie d'y avoir participé et de connaître à tout le monde de la salle, du réseau de la salle d'Amérique latine. Voilà. Oui, et bien merci aussi aux étudiants mes étudiants à l'Université La Salle, mais aussi de l'Université La Salle à Puebla, Mexique, voilà. Merci de votre attention, de votre intervention, et voilà, on espère bien que pour le quadrimestre prochain, on aurait aussi l'occasion d'avoir une visioconférence en français, comme je l'ai dit au début. C'est la première qu'on fait depuis que la semaine de transversalisation a été établi à l'Université La Salle au Costa Rica. Et je crois, à la fin, Caitlin, je crois que tout s'est passé bien. Parfait. Donc, merci à tous de votre attention. Et voilà, à la prochaine. Et bon week-end à tous. Bon week-end. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.